à tous et bienvenue pour cette nouvelle table ronde qui s'asse. Alors déjà, merci d'être là, mesdemoiselles, pour discuter d'un sujet qui est au croisement de plusieurs thèmes centraux dans notre société, mais aussi dans nos communautés racisées. Et parce que vous êtes toutes les trois des femmes noires qui évoluent dans de grandes études et un domaine où pour l'instant, il arrive que parfois on soit sous-représenté et donc mis à l'écart. Et c'est peu à peu des femmes comme vous qui ont ouvert et qui continuent d'ouvrir la voie et à occuper les places qui leur reviennent finalement. Vous pouvez vous présenter brièvement et nous dire pourquoi aujourd'hui c'était important pour vous d'être ici pour en parler. Moi, c'est Awefa, j'ai 23 ans, je suis étudiante en Master 2 en affaires publiques à Sciences Po. Et c'est un thème qui me parle tout particulièrement parce que encore aujourd'hui, je pense que on a besoin de se retrouver entre nous pour pouvoir partager nos expériences et nos vécus autour de ce sujet. Et je pense que moi, il y a quelques années, j'aurais aimé avoir des grandes sœurs qui évoquent ces sujets pour que quand j'arrive justement dans ce monde-là, je me sente un peu plus préparée, un peu plus à l'aise pour naviguer dans ces univers-là, je pense. Je m'appelle Dani, j'ai 24 ans et je suis étudiante en Master 2 de droit des affaires internationales. Et du coup, je pense que ce sujet est intéressant parce que en réalité, on ne parle pratiquement pas. Et c'est une situation que je pense que d'autres personnes doivent vivre, mais c'est tellement banalisé que on se dit tant pis, je vais faire comme je peux et voilà quoi. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant de parler un peu de ce sujet, de voir s'il y a des personnes qui vivent la même chose que nous et partager aussi nos expériences. Alors moi c'est Ireti, j'ai 23 ans, je suis en médecine en 6e année et ouais pareil c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, j'en parle très souvent d'ailleurs avec les gens comme moi de ma promo et il y en a beaucoup, donc je me suis dit qu'en parler là sur le classement et pouvoir dire ce que j'ai à dire et ce que je pense, ça peut servir. La première question que je voulais vous poser, c'était en arrivant, est-ce que c'était pour vous un réflexe de chercher un groupe auquel vous identifiez ou quelqu'un en fait, une figure à qui s'accrocher pour commencer vos études en fait? Alors moi peut-être pas directement parce que j'étais en première année et en première année de médecine on a un peu la tête dans le guidon et je cherchais pas forcément d'entourage. J'avais ma sœur jumelle qui est avec moi, donc on était déjà deux, mais je cherchais pas particulièrement d'amis. Vraiment j'allais à la fac, je rentrais chez moi, je regardais pas autour de moi, mais c'est vrai qu'à partir de la 2e année je cherchais des gens avec qui je pouvais parler, avec qui je pouvais échanger les cours, etc. Et vraiment on était genre peut-être, quand je regardais l'amphi, on était peut-être 4 noirs, quelques arabes et sur 200. Donc du coup, c'est vrai que j'ai eu du mal. Et puis après, on va dire c'est à partir de la fin de 3e année que j'ai eu un petit groupe que j'ai toujours, on est 6. Et c'est tout quoi, vraiment. Moi du coup, pas pareil que toi, c'était pas un réflexe dès le début. Surtout que lors de ma première année de droit, en réalité, je connaissais déjà des personnes, donc c'était assez simple de pouvoir s'intégrer dans un groupe. Après, c'est vrai que vu que les parcours changent, on n'a plus forcément les personnes avec qui on était au début. C'est vrai que notamment lors de ma première année de master, là, je sentais que j'avais besoin de m'intégrer dans un groupe, de parler à des gens, de trouver peut-être des personnes avec qui je peux m'entendre, mais c'était un peu plus compliqué à ce niveau-là. Moi, pareil, un petit peu, avant d'arriver dans ma double licence à la Sorbonne, parce que je suis arrivée à Sciences Po en master, mais en fait, moi, j'ai le souvenir, j'arrive à ma pré-rentrée donc de double licence Histoire Sciences Po. Au début, on est tous ensemble, mélangés avec ceux qui font une licence simple d'Histoire. Et l'amphi, il était plein, il y avait grave de la diversité, etc. Et après, le prof, il dit, ne reste dans l'amphi que ceux qui sont en double licence Histoire Sciences Po. Et j'ai vu l'amphi se vider et la diversité partir avec. Et vraiment, je me suis sentie physiquement hyper mal. Je me suis dit, donc là, c'est parti pour 3 ans dans un truc où j'étais pas censée être là. C'est une erreur où il y a eu un peu quelque part. Et en fait, c'est trop con parce que mon premier réflexe, quand je suis sortie de l'amphi, il y avait les stands de tous les assos et je suis allée voir un stand d'une asso étudiante africaine. Parce que je me suis dit, par réflexe, j'avais besoin d'être avec des gens qui me ressemblent, etc. Et après, pendant les 3 années de licence, moi, je restais assez seule. J'avais Malika du Marcel était là et on a pu faire quand même plein de choses ensemble, mais moi, je me suis pas du tout intégrée en 3 ans dans ma promo. Et quand on a appris mon master, j'avais juste envie de partir de la fac, de cette université, parce que c'était un trop mauvais souvenir.
Bah, je rebondis sur le fait que tu as dit que quand ils ont dit seulement les doubles licences qui restent dans l'amphi, il n'y avait plus personne qui se ressemblait. Bah, c'est un peu l'image que j'ai eue aussi. Moi, en première année, du coup, bah, c'est tous ceux qui ont été acceptés sur Parcoursup en première année de médecine qui y sont. On était 1200 au début. Et il y avait vraiment de la diversité, vraiment beaucoup. Et quand t'es arrivé le premier jour de ma deuxième année, donc plus que ceux qui ont été pris en médecine, on était plus de 200. Et vraiment, le ratio était complètement différent. En fait, ça m'a fait mal au cœur et c'est là que j'ai commencé à me poser la question de pourquoi on est si peu représentés, ou pourquoi il y a si peu de gens comme nous qui ont réussi à passer en deuxième année. Et c'est là que vraiment le débat commence dans ma tête. Et en plus, je trouve, pardon, mais en plus, tu te demandes pourquoi les autres qui sont pas là, et tu te demandes qu'est-ce que moi je fous là. Enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose qui va pas quelque part. Est-ce qu'on m'a pris parce que X raison, c'est un peu de quota et tout. Enfin, vraiment, je pense, moi, c'est à ce moment-là que toutes les questions de légitimité et tout, elles ont commencé à arriver dans ma tête. Et... Bah, pareil, dans le sens où, vraiment, à l'heure de droit, pour être honnête, c'était pas non plus, la diversité n'était pas non plus la plus faible, on va dire. Mais c'est vrai que, au fur et à mesure que les années passent, j'arrive en Master 1, on est à peu près 50, 60 personnes. Je regarde la salle, il n'y a que moi, et je me dis, mais où sont passés ceux qui étaient les autres, genre ceux qui étaient là au début, et comment comment je me retrouve seule ici, dans un master, et aussi, je sais pas si ça vous arrive, mais j'ai l'impression que, mais à partir de ce moment-là, je me sens un peu prisonnière dans le sens où je me dis, peu importe ce que je vais faire, on va me remarquer. Je me représente, c'est foutu, voilà. Bah, moi, c'est truc de, tu sais, quand on te remarque, on le fait beaucoup en cours. Enfin, on n'a pas beaucoup de cours, nous, ici, nous, pas souvent en amphi. Mais, dès qu'on est en amphi, sachant qu'on est à peu près 200 dans la cour, mais tout le monde va pas en amphi, on est genre une centaine dans l'amphi. Et je suis à côté de ma sœur, du coup. On est un peu les deux seuls membres de l'amphi. Et les profs, à chaque fois, vont faire une remarque sur nous, mais pas forcément négative ou positive, mais ils nous auront remarqué. Et quand ils vont nous revoir dans un cours d'après, ils vont se rappeler de, ah oui, les deux qui sont des jumelles, et en fait, sont des jumelles. En vrai, il y a d'autres jumelles ou des jumeaux dans la cour, c'est parce qu'on parle entre les noirs, et on se fait remarquer directement, que ce soit en positif ou en négatif, mais on nous voit parce qu'on est peu, en fait. Exactement. Justement, cette place sacrée, un peu, est-ce que ça entraîne une pression à exceller dans un monde où, dans un milieu élitiste, un peu, on a l'impression que oui, voilà, on n'a pas à être là. Moi, je pense que ça se joue à deux niveaux. Il y a la pression parce que je suis une femme noire dans un univers dans lequel j'étais pas censée être là, etc. Et donc de prouver par rapport aux autres qui sont là et qui pensaient que c'était un dû d'arriver à cette formation pour eux. Et je pense qu'il y a une pression qui vient aussi du fait que moi j'ai la chance d'être là, donc ça veut dire que c'est pas un cadeau qu'on me fait, mais je dois faire les choses bien pour qu'on puisse ouvrir la voie à d'autres et pouvoir en parler à d'autres pour qu'elles puissent faire les mêmes parcours, etc. Et je pense qu'il y a une autre pression qui vient aussi nous, quand on arrive là, on vient avec tout un milieu social derrière, des parents qui n'ont pas fait d'études et tout. Donc, en fait, la pression, elle est à plein de niveaux. Et du coup, c'est hyper dur de s'en détacher. Enfin, moi, les notes, j'avais 12 et au bout de ma vie, alors que c'est des notes qui peuvent être correctes en vrai, mais t'as l'impression qu'il faut aller hyper haut, quoi. Pareil, j'avais une pression à différents niveaux, mais d'un autre côté aussi, j'essayais justement de me débarrasser de cette pression en me disant, si je suis là, c'est que je devais être là, je me demande d'être là, j'ai fait ce qu'il faut pour être là. Donc pourquoi? Parce que je suis une femme noire, je vais devoir en fait prouver plus que les autres que genre ma place, alors que je sais que les autres n'ont pas forcément ce sentiment-là de se dire bon je dois montrer que je suis là, etc. et tout. Donc j'essaye un peu de me débarrasser, mais d'un autre côté ça reste là, ça reste constant. Par exemple, pour moi il était juste hors de question d'avoir la pire note de la classe. C'est énorme, je me dis je voulais pas être la dernière ou des trucs comme ça. Donc moi je remarque surtout à l'hôpital en stage. Donc on est souvent plusieurs, genre 5 ou 6 étudiants de notre promo par stage. À chaque fois que je rentre par exemple dans une chambre de patient, même si je suis habillée comme un médecin, tout comme l'autre médecin qui est à côté de moi, par exemple, ça m'arrive super souvent que le patient il soit au téléphone avec sa famille quand on rentre dans la chambre, et que je rentre avec mon collègue médecin homme blanc, et que le patient dit à la personne du fil, attends, je te rappelle, il y a le médecin et son assistante qui rentrent dans la chambre. On l'a fait au moins, franchement, en 6 ans d'études, on l'a fait peut-être au moins 15 fois. Mais vraiment, ça m'arrive tout le temps. Et je me dis, mais
parce que quoi, en fait. C'est pas à cause de nos tenues. On est habillés pareil. C'est parce que je suis une femme noire que je suis au mieux l'assistante du médecin, tu vois. Et quand j'ai de la chance, je suis l'infirmière, tu vois, genre maximum. Mais c'est-à-dire que sinon, il y a un plafond alors vraiment, des fois, j'ai même la tenue de bloc, plus ma blouse, plus mon stéto, plus tout. En fait, je le passe d'avoir du médecin, tu vois. Mais il part du principe que c'est pas possible, tu vois. Donc c'est un truc comme ça. Et puis même avec les médecins qui nous encadrent pour prouver que genre j'ai un bon niveau. C'est pas, ils le voient pas directement, en fait. Il faut vraiment que je montre que je sais plein de choses, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, avant qu'on se dise, ah, elle a un bon niveau. Alors que mon collègue, blanc ou autre, bah, dès qu'il dit un truc bon, ah, il est fort, celui-là, directement, tu vois. Moi, il me montre vraiment sur plusieurs jours, plusieurs semaines pour qu'on se dise, ah, elle a un bon niveau, tu vois. Donc, c'est un truc comme ça que je Et justement, est-ce que derrière, ça donne pas aussi un syndrome de l'imposteur ou ça va minimiser ce que vous accomplissez tous les jours? Franchement, j'ai souvent l'impression de pas mériter parce que je sais que j'ai travaillé pour être là, mais des fois je me dis, mais par exemple, quand je donne un conseil ou quand je donne une consigne médicale à quelqu'un, j'ai toujours l'impression, enfin, je suis jamais sûre de moi. Je me dis, peut-être que j'ai tort, peut-être que je devrais demander l'avis de quelqu'un d'autre. Comme si moi, ce que je disais ou ce que je savais, c'était pas à assez bon niveau. Je suis jamais sûre de moi, comme si moi, je suis toujours un peu en dessous, tu vois, ou j'ai pas trop ma place ici, etc. Donc ouais, c'est un peu un truc que je me dis, je suis pas censée donner les consignes ou machin comme c'était pas ma place, quoi, tu vois. Alors que pas du tout, en fait. En fait, je pense que c'est la société, enfin, notre place dans la société plutôt qui nous donne l'impression que on peut jamais être en haut du lot, quoi, tu vois. Donc, Mais pareil, surtout, bah, là, en ce moment, cette réflexion m'est venue en tête dans le sens où c'est ma dernière année. Et je me suis dit, bon, bah, je suis arrivée jusqu'ici, est-ce que j'ai vraiment fait ce qu'il fallait pour être là? Est-ce que je maîtrise ce que je dois maîtriser pour être là? Est-ce que plus tard, dans ma vie active, je vais pouvoir justement être une bonne juriste, bien connaître tout ce que j'ai à connaître dans le cadre professionnel. Et c'est vrai que je me pose souvent la question, mais d'un autre côté, j'essaie de me dire que on n'arrive pas jusqu'ici sans rien faire. C'est impossible. Donc c'est vraiment à double tranchant. Moi, ça se manifeste aussi parce que moi, Sciences Po, j'y suis rentrée par une voie alternative d'égalité des chances un peu. Donc, déjà, moi, quand j'ai eu Sciences Po, je voulais pas lâcher les autres masters que j'avais eu à l'université parce que je me disais, ils vont revenir, c'est leur décision, ils vont redevenir lucides et ils vont reprendre la place, etc. Et en fait, en y étant, je me suis dit, ouais, mais t'es là parce que ils ont bien voulu faire cette voie et tout. Si t'étais passé par une voie classique d'admission, tu l'aurais sûrement pas eu, etc. Après, à un moment donné, il faut s'en défaire. Il faut penser aussi que ces voies-là, elles sont là justement parce que t'as grandi dans tel milieu de vie, t'avais pas des parents qui pouvaient transmettre ce que les autres ont reçu. Donc ça prend du temps mentalement de s'en détacher et de se dire ok, enfin j'ai des choses à apporter dans ce master là, j'ai des choses que je peux partager aux autres. Et moi ce que tu disais tout à l'heure sur le fait dans un groupe de prendre sa place, c'est quelque chose j'ai pas encore hyper du mal, même quand on fait des exposés avec des camarades, j'estime toujours qu'ils sont plus experts que moi sur les sujets, même si c'est des choses que je bosse au corps tous les jours, que je maîtrise qu'on soit, c'est comme si rien que par le fait qu'ils soient des hommes blancs, etc., ils ont une autorité que moi je suis incapable d'avoir et du coup c'est hyper dur de s'en détacher et je le vois encore plus. Moi du coup là je suis en alternance, donc dans l'univers pro c'est encore plus dur. Moi je bosse en administration du coup et déjà t'arrives dans les couloirs, le ministère, tout ça, les gens ils sont pas comme toi, t'es pas censé être là. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Les seules personnes noires que moi je vois, c'est les gens qui font le travail de ma maman, quoi. C'est des personnes qui sont agents d'entretien, etc. Du coup, rien que ma présence dans ces espaces-là, je la questionne tout le temps, en fait. C'est jamais anodin pour moi d'être là. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait que tu arrives à la fin de tes études, parce que moi, je suis pas à la fin de mes études, mais je suis à la fin de la première partie, entre guillemets, j'arrive au moment où, en fait, on passe un concours pour devenir médecin. On sera tous médecins, entre guillemets, mais c'est plus un classement pour les choix de spécialité, de ville d'exercice, etc., mais on en parlera plus tard. En tout cas, à partir de cette année, je suis officiellement médecin, pas docteur, mais médecin. Et donc, et quand mes parents m'appellent, ils disent, mais t'es médecin, je suis pas médecin. En fait, j'ai très du mal à juste
ce titre, j'ai du mal à me l'approprier. Je me dis, mais je sais rien. Quand on me pose des questions, ou des gens de ma famille qui sont malades, dans mon entourage, qui me disent, quel moment pourquoi tu me demandes d'avoir un médecin? Tes médecins m'appellent, tu vois, parfois, c'est un truc, j'ai du mal à accepter. C'est trop bizarre. On a tous travaillé d'arrache-pied pour arriver là, enfin, c'est pas simple. Et maintenant qu'on y est, et qu'on a le titre qu'on mérite, en fait, je n'arrive pas à m'approprier. Ouais. C'est trop bizarre. Par exemple, mes questions, pareil, genre, on me posait des questions en droit, et des fois, je suis là, je suis pas qualifiée pour ça. Je franchement, à force de travailler, je pense qu'il y a un truc qu'il faut se dire aussi, c'est que parce que nous, une forme d'humilité, je sais pas, je vais apprendre et tout. Et ceux qui font, genre, qui maîtrisent tout, c'est du mytho, en vrai. C'est grave, les médecins, il faut faire comme j'ai été médecin. C'est vrai que je me rends compte à l'hôpital, genre de ma promo. Enfin, il y en a qui disent des choses avec assurance. Et dans ma tête, je me dis, mais ils disent n'importe quoi. Et en plus, ils font ça aux études, genre, en 2e, 3e année. Ils disent des trucs, vraiment, ils montrent avec assurance que c'est ça et tout. Et je suis derrière, je me dis, mais c'est possible de... Et puis, ils sont sur toi, ils disent des trucs faux, genre, tu vois. Alors que moi, genre, je sais que j'ai plus ou moins les bonnes réponses. Et chaque fois, je vais dire, je pense que c'est ça. Mais demande à un tel, mais je pense que c'est ça, tu vois. Donc, enfin, c'est une qualité, l'humilité, mais en excès, ça devient un défaut, tu vois. Je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus, tout ça. Vraiment, parce que, en vrai, c'est hyper important de savoir bien s'exprimer. Et il y a des personnes, justement, qui sont hyper à l'aise, qui s'expriment bien. Mais quand tu vas dans le fond, ces personnes, ça raconte n'importe quoi. Mais en fait, on se dit, waouh, putain, il est intelligent, si ça et tout. Pas du tout. Et je pense que, moi, il faudra que nous aussi, on s'affirme de la plus, prendre plus de place et l'assurance et s'imposer et montrer que, nous aussi, on a dans la tête, c'est que quand on parle, c'est pas pour dire n'importe quoi. Et le racisme, il s'exprime aussi d'une autre manière avec des préjugés inconscients. Par exemple, l'image de la Black Angry Woman et aussi tout ce qui va être au niveau de l'agressivité, etc., des larmes de femmes blanches qui sont associées en fait finalement à des réactions de racisme. Est-ce que vous y avez déjà été confronté? À quel point ça peut peser aussi sur vos attentes? Ça peut être simplement juste une crainte à laquelle vous avez jamais été confronté mais qui finalement est quand même là. Moi, j'ai été confrontée, mais du coup, pas dans mes études supérieures, c'était au lycée, parce que, en fait, au lycée aussi, en seconde, terminale, j'étais la seule noire de ma classe, et en première, je crois, on était que 2, et, je voyais qu'en fait, c'était plus facile pour, par exemple, des professeurs de me faire passer comme une personne agressive, juste parce que, je regarde de manière neutre, tout simplement. Alors une fois, c'était un second, le prof s'est énervé contre moi. Mais vraiment, c'était assez intense et du coup, je le regardais vraiment sans expression. Enfin, on disait, je n'avais pas d'expression. Et il s'énervait encore plus et à la fin, je me rappelle que j'avais un rendez-vous avec la CPE, donc j'explique à la CPE ce qui se passe, elle comprend un peu que voilà, j'avais pas de mauvaises intentions ou autre. Elle me dit d'aller discuter avec le prof, je vais discuter avec le prof et en fait, il me dit que la raison pour laquelle justement il s'est énervé encore plus, c'est parce que j'étais froide. Alors que j'étais juste neutre en fait. Comme pour montrer ses dents. En fait, genre, je me suis dit, mais je sais pas, il voulait que j'ai peur, que je fasse semblant de pleurer ou quoi que ce soit. Et vraiment, c'est souvent des petits trucs comme ça. Et je me disais, si ça continue, est-ce que je ne peux pas m'en sortir à la fin? Et voilà, il faut juste savoir, on va dire, se défendre, mais d'une manière assez intelligente pour pas justement passer pour la Angry Black Woman, parce qu'on nous donne ce titre hyper facilement en nous disant pratiquement. Ça va, franchement, ton exemple, j'ai le même sur la rentrée de, je crois que c'était fin collège ou début lycée, une rentrée, premier jour d'école, j'étais assise au fond de la classe avec ma soeur jumelle, voilà, toutes les deux et tout ça de la classe, et le prof principal qui parlait et qui commence à s'en prendre à nous, et tout le monde se retourne vers nous, et nous on se regarde, on se regarde, mais non, c'est pas ce qu'on a fait. Et pareil, c'est que je reste neutre parce que je sais pas quoi faire. Enfin, tu vas pas te mettre tu vas faire, et c'est comme s'il prenait notre neutralité pour un affront, comme s'il a fait de pas se rabaisser parce qu'il nous crie dessus. C'était comme si on se confrontait à eux. C'est exactement ça. Vraiment, pour moi, c'est comme si en fait on les défie. Ouais, exactement. Pas du tout, en fait, on est juste dans la compréhension, mais
Voilà. Et franchement, moi, ce qui en découle de ça, c'est que maintenant, justement, pour pas avoir ce titre que je déteste de Henry de la promesse, je suis tombée dans l'autre épisode, c'est-à-dire que je ne parle plus. Mais genre, enfin, franchement, en public, et c'est un truc d'ailleurs qu'on m'a fait remarquer il y a pas très longtemps, surtout dans les milieux professionnels, donc à l'hôpital, etc., où à mon niveau, il y a beaucoup de blancs et beaucoup moins de noirs, je n'ouvre plus la bouche. Et genre, et même au début de mes études, quand j'étais à l'hôpital, je faisais en sorte de ne pas manger avec mes collègues, mes co-externes, co-stagiaires, etc., parce que je voulais même pas, en fait, j'étais tout le temps crispée parce que je voulais pas me parler, etc. Et c'était genre 30 minutes, 1 heure de supplice pour moi, parce que genre, je ne voulais pas ouvrir la bouche. J'avais peur de faire un mouvement trop brusque et on croit que en fait, je me sentais de trop. Et du coup, je m'excluais spontanément, et jusqu'à aujourd'hui, c'est un truc, d'année en année, c'est de pire en pire. Genre, je suis de plus en plus solitaire, surtout dans le milieu professionnel. Et quand j'explique ça, par exemple, à des gens que je rencontre, des gens qui me ressemblent plus, je dis que moi, je suis quelqu'un d'assez introverti, que je parle pas, que j'aime bien être seul, etc. Ils me disent, ah bon, pas du tout, etc. Et après, je me rends compte que quand je suis avec des gens comme moi, en fait, je suis l'exact opposé. Genre, je suis hyper extraverti, j'aime rigoler, j'aime parler, etc. Mais genre, en fonction des gens avec qui ils sont actuellement, je suis comme une différence. Moi, c'est totalement pareil. Et enfin, moi, quand je suis arrivée, du coup, dans ma double licence à la Sorbonne, ma stratégie, vraiment, ça a été du repli sur soi. Et vraiment, j'étais pas ouverte. Fallait pas me parler parce que je sais pas quoi te dire. Et toutes les interactions, elles me généraient du stress, en fait. Et du coup, donc moi, j'ai passé 3 ans assez seule, pendant ma double licence. Et quand je suis arrivée à Sciences Po, je me suis dit, bon, Mago, nouveau départ, on va essayer de se mettre plus dans le bain et tout. Mais en fait, c'est hyper dur en ayant été hyper crispée pendant 3 ans de licence, d'arriver en master et de changer de posture et d'attitude. Et moi, je le ressens encore aujourd'hui. Je suis en M2, je suis sur la fin de mes études. Mais par exemple, moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu une vie étudiante comme on l'imagine, avec les moments de sociabilité, avec des potes que j'étais fait à la fac et c'est devenu sans, voilà. Parce que je suis restée très solitaire pendant mes années d'études, en tout cas dans le cadre des cours, et j'avais une vie sociale hyper développée en dehors du cadre scolaire, dans le cadre associatif, etc. Parce que c'est des gens, c'est des sociabilités beaucoup plus choisies, avec des gens avec qui je peux m'identifier et partager les struggles que j'ai dans le cadre universitaire. Mais vraiment, moi je pense que par anticipation du racisme, j'ai un peu ce truc où je limite les interactions parce que je sais pas ce qu'il faut faire pour être au bon niveau et être dans une situation où voilà, je vais avoir des interactions normales avec les gens, et du coup par anticipation je recule, quoi. Personnellement, je trouve ça quand même assez dommage en fait qu'on doit se mettre en retrait, limiter nos interactions pour éviter qu'on nous colle une étiquette, qu'on met dans une case, dans des stéréotypes. Et parce que justement, on va trop réfléchir, on va se dire, peu importe ce qu'on va faire, on va se dire, ah mais de toute façon, t'es agressive, c'est notre nature, des trucs comme ça et tout. Et je trouve ça vraiment dommage en fait qu'on doive en arriver là pour entre guillemets avoir la paix. Et moi je trouve en soi c'est pas bien d'être dans cette posture. Moi je le fais encore aujourd'hui, mais quand je vais parler à des petites qui sont au lycée, qui préparent un peu leur arrivée dans le supérieur, je suis là en mode, ma belle, déjà la fac c'est chaud, il te faut des espaces de sociabilité et qui sont internes à ta vie universitaire. Tu peux avoir tes amis du lycée, ils font pas les mêmes choses que toi, mais en fait ça peut ne pas être forcément des gens de ta promo, mais en fait, oui, le monde il est méchant dans lequel t'es, mais tout le monde n'est pas contre toi, et tu vas toujours trouver quelqu'un avec qui ça peut être ton binôme, tu vois. Ce soir dans une association étudiante, moi j'aurais pu aller dans mon association étudiante africaine et me faire des amis, quoi. Mais j'ai tellement flippé que j'ai pas osé, ou j'ai osé trop tard. Donc en vrai, c'est chaud, mais je pense qu'on a quand même besoin de vivre l'expérience à fond, d'être entouré, et il y a toujours, je pense, après peut-être que l'humain n'est pas si beau que je crois, il y aura toujours une personne avec qui tu peux vivre cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, et qui peut être là en backup au besoin. Moi, ma licence, il y avait pas Malika, je sais pas ce que j'aurais fait. Tous nos travaux de groupe, on les faisait ensemble. Quand il fallait préparer les masters, on le faisait ensemble, et vraiment heureusement, quoi. C'est un peu pareil. Franchement, ce truc où tu te renfermes, je l'ai vécu vraiment jusqu'à ma 3e année. Et honnêtement, ça allait continuer jusqu'à maintenant si c'est pas des gens qui étaient venus vers moi.
En fait, on est à la fois, il y a à la fois ce truc de, on se sent exclu naturellement, donc on peut pas trop aller vers les gens. Et dans notre domaine, c'est encore spécial parce que c'est un peu tout le temps du concours. En fait, la première année, c'est du concours. Après, il y a quand même 3-4 années où ça va, mais dès la 6e année, c'est du concours. Et puis, ce concours de 6e année, on le prépare depuis la 4e année. Donc, en fait, spontanément, t'as ce truc de méfiance où on est tous en concurrence, mais en même temps, on est tous dans la pro, donc faut qu'on s'entende dans le minimum, etc. Donc, spontanément, moi, je suis allé la personne, et Dieu merci, pareil, il y a ces aussi, ce petit groupe que jusqu'à maintenant, ils s'en fait, franchement, avant qu'elles arrivent, j'étais jamais au courant de rien. C'est les trucs qui changent, des cours qui changent de heures, enfin, j'étais jamais au courant parce que ça se parlait entre eux, quand les gens se parlaient entre eux, se transmettaient les informations. Et nous, ma sœur et moi, comme on était que tous les deux et qu'on s'intéressait en rien à ce qui se passait à la fac, on est au courant de rien. Et au-delà du respect, ça, c'est un truc qui est hyper important parce que, genre, arriver en amphi et voir que le cours, il y a personne dans l'amphi, mais au courant parce que t'es pas en contact avec les gens, c'est pas possible, tu vois. Donc, ouais, franchement, la stabilité, c'est un minimum. On ne dit pas la fille avec la promo, mais trouver des gens avec qui tu peux bien t'entendre. Je vous avoue qu'en vrai, j'ai jamais vraiment essayé de me mettre en retrait. Dans le sens où je pense que c'est ma personnalité qui fait que en fait je suis pas quelqu'un qui se met spécialement en retrait et j'arrive toujours à parler aux gens, les gens arrivent toujours à me parler, donc ça se fait assez naturellement. Mais c'est vrai que il y a une partie de moi qui a quand même une petite méfiance. Je lui dis attention. Genre si on met à l'envers, on va pas hésiter à mettre à l'envers. Je peux pas forcément faire hyper confiance aux gens non plus parce que on est quand même dans un milieu assez compétitif mais ça dépend plus des spécialisations qu'autre chose, donc il y a toujours une petite partie de ma tête où je me dis je sais pas trop, genre faudrait que j'essaie quand même de mettre une petite distance aussi. Je pense que c'est important. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose de quand même se méfier. Surtout comme tu dis, dans nos milieux, on est un peu obligé de, certes, faire un lien de confiance aux gens pour pouvoir avancer, mais on peut pas juste se jeter à corps perdu sur quelqu'un parce qu'il nous inspire confiance. Je pense que c'est une bonne chose parce que l'expérience a prouvé que même si les gens sont gentils, quand ils veulent, n'hésite pas à te la mettre. Je pense que tu fais une nouvelle chose. C'est vrai. Et justement, Awefa, par exemple, tu parlais de toi quand tu échangeais avec des plus jeunes sur l'expérience que c'est. J'ai une première question. À votre avis, est-ce que vous pensez que ça participe activement à rendre le truc un peu, on n'a pas envie d'y aller, de se dire, je peux me retrouver dans telle situation. Est-ce que vous pensez que c'est une raison de démotiver des jeunes qui veulent faire des grandes études, de se dire que on n'a pas sa place, on s'y voit pas? Moi, je pense qu'il y a deux trucs. Moi, sur Parcoursup, je mets double licence histoire sciences politiques à la Sorbonne et tout. Bon, déjà, j'ai dû lutter un peu contre l'autocensure. J'ai parlé avec des assos qui m'ont dit fais-le, etc. Mais moi, j'imaginais pas qu'il y avait un gap entre les deux. Et je pense que ce qui a été le plus violent pour moi, c'est de pas avoir été préparé en fait, de pas avoir eu des sons de cloche de comment ça pouvait se passer, dans quel environnement j'allais atterrir. Et je pense vraiment c'est ça qui a été le plus violent et le plus déroutant. Et du coup, une fois que j'y étais, en fait, t'es coincé. Ma belle, tu vas aller faire tes partiels, tu vas faire tes études, tu vas faire tes 3 ans de licence et tu vas aller en master. Et du coup, je pense que l'enjeu de la transmission, il est hyper important parce que c'est pas de dire aux petites, le faites pas, parce que moi, je changerais mes études pour rien au monde aujourd'hui. Vraiment, ça m'a hyper épanouie, j'en suis hyper heureuse et je suis trop contente des choses que j'ai pu apprendre. Mais c'est de leur dire, moi, je l'ai vécu comme ça, j'ai fait telles erreurs, tu peux les surmonter en faisant telle ou telle chose, tu vas en faire des erreurs, tu vas en faire d'autres, mais t'es beaucoup plus préparé et même psychologiquement, ça te met beaucoup plus à l'aise de te dire de toute façon, je vais y aller, je vais le faire, je sais qu'il y a telle ou telle chose qui peuvent m'attendre et quand je serai dans la sauce où ça va être hyper compliqué, je pourrais aller voir Awefa, je pourrais en parler avec Irechi ou avec Dali et je pense que avoir un peu des rochers d'appui quand ça peut devenir chaud, ça aide parce que moi ça m'a manqué et en fait c'est dur quand tu te retrouves toute seule dans le noir. C'est vraiment ça. En fait pour moi justement au contraire je pense que ça devrait motiver plus de jeunes filles justement à se dire allez, je vais me lancer, je vais faire des études. Tant pis si je suis la seule de mon master, la seule de ma licence, etc. et tout.
j'y vais, ça me plaît, je veux faire de grandes études. Et franchement, allez-y. Et juste, voilà, faudrait juste savoir que c'est pas facile. Il y a différents enjeux qui, au final, relèvent en vrai de notre société en réalité. Il va falloir les prendre en compte et se dire que ce sera pas facile. Ouais, moi aussi, je pense que quand on est au lycée, les gens comme au lycée, on a tendance à juste, enfin beaucoup en tout cas, moi personnellement ça m'a fait ça, mais beaucoup se disent que ils vont faire telle étude maximum. Ouais. C'est comme s'il y avait certaines études qui leur étaient absolument pas destinées. Moi j'ai ma petite cousine comme ça qui est vraiment très très bonne dans ce qu'elle fait. Là, elle a fait un bac ST2S, vous savez, les études de santé, machin. Et ils ont beaucoup de cours de médecine. Enfin, les cours que nous on avait en première année, un peu plus facilité, mais vraiment c'est exactement ce qu'on fait. Et elle aime trop ce qu'elle fait. Et elle se dit peut-être que je vais faire une passe. Vous savez, la première année de médecine, on doit dessiner tout ce qui va avec. Pour faire sage-femme ou pour faire peut-être que je fais infirmière. Et je me dis mais pourquoi tu irais pas en médecine? Et en fait, elle, ça lui a jamais traversé l'esprit. Comme si elle n'était pas concernée par ce sujet, tu vois. C'est pour les autres aussi. C'est ça. Et alors je me dis, c'est bien que des gens comme nous, entre guillemets, je te montrer que c'est pas parce que t'es comme ça, parce que t'es noire, t'es une fille, que tu peux pas faire ça. Tu vas faire de grandes études, enfin, ça, c'est ouvert à absolument tout le monde. Et certes, il y a plein de gens comme nous qui arrivent, mais il y en a qui arrivent, en fait. Et c'est pas bon, t'as pas vraiment ta place là-bas. Tu peux essayer, après tu peux échouer, mais tu peux aussi réussir, en fait. Genre, tu peux essayer. Tu vois, c'est comme si beaucoup de gens au lycée, des filles noires au lycée, ce sont, genre, interdites, comme c'est interdit de la tête, tu vois. Ou même quand il y a eu, c'était l'époque des lycées généraux ou des lycées, enfin, c'était SLES ou LT2S, STMG, machin. Ouais. Et les gens se sentaient, moi je sais que mes copines disaient, mais moi je vais aller en L ou en S ou en S, moi je vais aller en SMG, je vais aller en... Mais pourquoi? En fait, genre, tu pars du principe que tu vas pas y arriver, mais pourquoi? Tu vois? Et donc, ouais, pareil, au lycée, j'étais pareil, l'une des seules noires, etc., dans ma classe. Mais juste parce qu'on part du principe qu'on peut pas. Et je trouve ça trop dommage, tu vois. Exactement. Justement, je rebondis sur ce que tu as dit, parce qu'en vrai, c'est quelque chose que j'ai analysé depuis même le collège. Parce qu'en gros, j'étais dans un collège qui était en ZEP. Donc, là-bas, au niveau diversité, on a beaucoup. Et en fait, au niveau, je sais pas, pour les affectations du lycée, en fait, le lycée dans lequel j'étais, on va dire, c'était un lycée où après, pas beaucoup de diversité. Et beaucoup de gens de mon collège ne voulaient pas aller dans ce lycée pour cette raison-là, parce qu'ils savaient que dans ce lycée-là, en vrai, demander une certaine moyenne à avoir, etc. Tout. Et je me disais, mais pourquoi en fait se restreindre par soi-même en se disant que c'est pas pour nous, alors que il faut juste forcer la porte un peu. Mais on peut le faire. Et pareil, au lycée, par exemple, je parlais avec une autre pote et tout, qui me disait, non, moi je vais un BTS, parce que je vais pas aller plus loin, ça sert à quoi, etc. et tout, alors que, on peut le faire. Genre, c'est, ok, ces milieux ne sont pas destinés à nous, par essence, mais on peut y arriver, on peut s'imposer, si on a les capacités, on peut faire ce qu'il faut. Parce que si tu regardes, en plus, le problème, c'est pas les études supérieures, c'est les grandes études. Genre, si tu regardes au-delà du lycée, il y a plein de gens noirs, plein de gens issus de la diversité qui font des études supérieures. Tu vas dans les BTS, il y a plein de noirs, plein d'arabes, plein de tout. Tu vas dans d'autres formations, il y a vraiment dans toutes les formations des études supérieures, il y a de la diversité. C'est vraiment quand tu arrives dans les grandes études qu'il y a comme si vraiment il y avait un plafond où genre, on passe pas au-dessus, tu vois. Donc le problème, c'est pas tant d'aller à l'école. C'est comme si on pouvait pas y arriver. C'est pas la grande des études, parce qu'il y en a plein qui vont faire un BTS, puis un, je sais pas quoi, puis un truc. Au final, ils auront fait autant d'années d'études que moi qui suis en médecine, tu vois. Donc c'est même pas le nombre d'années d'études. Et si tu leur demandes, ils vont dire, ouais, moi, flemme des nombres d'études. Bah non, c'est pas ça la vérité, parce que tu as fait autant d'années d'études qu'un master, que même plus. C'est juste que tu te dis que tu peux pas y arriver, tu vois. Mais en plus, c'est trop marrant, parce que des fois, moi, je parle avec des petites, et je vais pas dire que je suis à Sciences Po, et je vais juste leur dire les matières que je fais. Et on va être là, trop bien, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Au lycée, je fais ça, j'ai envie d'avoir le prolongement de la discipline et tout. Et quand je leur dis c'est Sciences Po, ah ouais, mais non, toi, t'as le package. Alors qu'en fait, quand tu mets pas le nom dessus et le nom qui effraie, qui fait peur, c'est des choses qu'elles ont envie de faire. Et après, tu dis Sciences Po, c'est tout de suite tout ce que ça implique derrière dans l'imaginaire, et c'est là que l'autocensure arrive. Et c'est hyper frustrant de voir ça, parce que
en vrai, c'est ce qu'elle kiffe, les chicks. Ça. Après, tu vois, moi, il y a un truc une considération que je comprends quand même et que je me suis posée, moi, en faisant de longues études. Enfin, moi, ma mère, des fois, je la vois, elle est là, ma belle, ça fait 5 ans là. C'est quand tu bosses, c'est quand tu ramènes de l'argent, c'est quand, on voit un peu le retour sur investissement qu'on a fait depuis un moment là. Donc, au-delà de l'autocensure et tout, je pense qu'il y a des considérations matérielles derrière. Qu'il faut prendre en compte et je vois des fois des personnes qui vont faire un parcours assez court, par exemple un BTS, pour au moins sécuriser quelque chose qui permet de travailler et après avoir des passerelles pour aller faire d'autres voies qui pourraient ramener vers un autre parcours d'études de grandes écoles. Mais je pense qu'il y a aussi cet enjeu-là derrière qu'on peut pas occulter parce que il y en a qui peuvent pas se payer le luxe aussi de faire de grandes études, tu vois. Et c'est, justement, là, l'enjeu que tu soulèves, en vrai, je suis actuellement en train de faire face à cet enjeu. Parce que, tu voulais sur ma dernière année de master, en fait, la question, c'était, est-ce que je passe le barreau? Tout pareil. Est-ce que je passe les concours tout pareil? Je disais pas le passer. Parce que, en fait, je suis à un stade où j'ai 24 ans, je vais avoir 25. Faut que je travaille. Faut que je gagne ma vie, etc. et tout. Et je sais que, il y a toujours des passerelles plus tard. En cas, donc je me dis, bon, je me limite pas non plus, mais il faut quand même que je prenne ma réalité en compte et que, qu'à un moment donné, en fait, j'entre dans la vie professionnelle. Donc, je peux comprendre que certaines personnes se posent ces questions, limite, quelques années plus tôt, et en se disant, je veux mon indépendance tout de suite maintenant, je vais prendre une BTS et je pars travailler, et c'est bon. Et selon vous, bon après vous n'êtes pas obligé de donner une réponse très exacte, est-ce qu'il faudrait mettre en place ou vers quoi on devrait tendre pour justement faciliter cet accès à un parcours académique prestigieux, on va dire, aux femmes noires mais aussi aux personnes racisées, parce que finalement derrière il y a aussi un problème, c'est un problème général. Comme ça, et c'est très facile à dire, je dirais en vrai, lever les freins qui font en sorte que quand on a l'opportunité, on la saisit pas. Moi, je dis toujours, si j'habitais pas en Île-de-France quand j'étais au lycée et que j'étais, par exemple, je sais pas, habitante de Bordeaux, si j'avais eu la Sorbonne, j'y serais jamais allée. Moi, je dirais à ma mère, maman, faut prendre un appart là, je dois faire mes études dans le 5e, mais j'y serais pas allée. Je serais allée à la fac juste à côté. Donc si quand l'opportunité, elle est là et qu'on te donne la chance, tu peux pas lever les freins financiers, avoir quelqu'un en backup pour te soutenir, pour lever aussi les freins psychologiques qu'il peut y avoir à se dire, j'ai 18 ans, je vais aller toute seule dans la capitale et tout. En vrai, c'est chaud, vraiment, c'est hyper dur. Donc si on n'a pas un système social assez solide pour aider les petites quand l'opportunité s'offre à elles, c'est ciao. On va perdre. On va leur faire perdre plein d'opportunités, quoi. Aussi. Et je pense aussi que ça se joue en réalité dès le début dans le système scolaire. Parce que, du coup, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, j'étais dans un collège qui était en disait, là-bas, en fait, on nous apprenait pas forcément à viser haut. Alors que, du coup, dans le lycée dans lequel j'étais, là, on voit que c'est différent. Par exemple, là, on nous dit que votre enjeu, c'est pas le bac, c'est plus tard les études que vous allez faire, dans quelle école vous allez atterrir, dans quelle fac vous allez truquer. Genre, c'était plus ça l'enjeu, et tu vois que là-bas, dans cet environnement-là, on te conditionne à viser haut naturellement. Et je pense que c'est important, justement, d'apprendre ça aux futures générations, et de leur dire que vous n'êtes pas obligé de vous limiter, vous avez énormément de choses accessibles. Allez-y, prenez l'information, visez haut, visez loin, vous pouvez faire ça. En fait, tout ce qui est accessible pour l'un est accessible pour l'autre, en fait. C'est pas parce que tu ressembles à ça, en fait, il y a rien qui t'engage, en fait. C'est juste un mindset, c'est vraiment un truc qui est dans l'imaginaire collectif que, comme tu es issu de la diaspora ou issu d'immigration, tu dois t'arrêter là. En fait, non. Genre, ce que ton voisin de classe peut faire, tu peux faire exactement la même chose. Rien ne t'empêche. Moi, c'est un truc que je me suis dit en arrivant à Sciences Po. Donc, en licence stratégie de repli, moi, faut pas parler, je fille, faire ça et tout. Et je pense que c'est aussi risqué parce que
tu peux aussi tomber dans le piège de, pour être intégré, il faut se conformer et en fait match les hobbies des autres, avoir les mêmes préoccupations qu'eux, les mêmes manières de parler, etc. Et vraiment, moi, je sais que ça m'a demandé un effort de ouf de me dire, moi, la chose dont j'aimerais être le plus fière à la fin de mon parcours, c'est de me dire, tu l'as fait sans te renier, tu l'as fait en restant toi-même, tu l'as fait en gardant les choses que tu aimes, voilà, et garder tout ça. Et en fait, il faut absolument pouvoir se dire, eux, ils ont ça et ils vont pouvoir apporter ça, ils vont pouvoir aussi à moi m'enrichir et m'apporter ça. Et moi, en fait, la culture que j'aime, les choses que j'aime bien faire de mon temps libre, c'est aussi des apports et c'est pas des choses qui sont moi et qui ont moins de valeur et que du coup que je dois cacher parce que c'est moi, c'est ce que moi je faisais en licence. Fallait pas être vu, fallait pas que les gens sachent ce que tu fais en dehors de la fac parce que t'estimes que ça a moins de valeur, quoi. Alors que pas du tout. Et c'est hyper important de garder ça en tête parce que ça peut être hyper douloureux. Je pense d'arriver à la fin du parcours et de dire je l'ai fait, mais je me suis perdue dans le chemin. Elle est où la refaite du début, là, s'il vous plaît? Et, je pense que c'est hyper important, ça. Je suis complètement d'accord. Je pense que c'est quand même important aussi de rester quand même fidèle à soi-même. Savoir ce qu'on aime, savoir ce qui nous intéresse en dehors de nos études et pas chercher à se conformer tout le temps à ce qu'on voit en fait parce que sinon on se perd. Et je pense que à la fin on va même beaucoup plus se prendre la tête que si en fait on décide juste d'être nous-mêmes tout simplement. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme noire qui aujourd'hui est en train de décider de ce qu'elle voudrait faire plus tard, ce serait quoi la meilleure chose que vous pourriez transmettre aujourd'hui? Moi, je dirais, dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce que tu veux faire? Et si elle me répond, je lui dirais, oui, vas-y, en fait, ne te limite pas à un sou. C'est pas parce que c'est un rêve que je pense inaccessible qu'il est actuellement inaccessible. En fait, c'est totalement accessible et en fait, à chaque fois que tu accompliras quelque chose, tu te rendras compte que je suis arrivé, je peux aller toujours plus loin. Et je dirais, lance-toi, vraiment lance-toi, parce que au pire, même si tu échoues, tu diras, j'ai pas de regrets et j'ai fait ce que j'ai voulu faire et j'aurais pas le sentiment toute ma vie de m'être dit, je passe à côté du métier de mes rêves parce que je me suis estimée pas légitime. Au pire, t'auras essayé et t'auras raté. Au mieux, t'auras essayé et en fait, tu seras exactement là où t'as rêvé d'être toute ta vie, tu vois. En vrai, tout pareil, vraiment de tenter, de pas hésiter, de faire en fait, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, de le faire tout simplement, pas s'y limiter, pas se dire mais c'est un milieu quand même assez élitiste, c'est un milieu plus pour les hommes blancs, etc. et tout. Faut pas hésiter. À un moment donné, c'est assez utopique de dire ça, mais on n'a qu'une seule vie. Franchement, il faut faire ce qu'on a à faire en fait et ne pas avoir de regrets et ne pas se limiter pour des raisons sociales en fait tout simplement. Moi, je dirais de prendre appui sur des communautés. Enfin, peu importe ce que c'est, que ce soit ta famille, une asso, peu importe ce que c'est comme structure, mais d'avoir un peu comme je disais tout à l'heure, des support systems, un peu des endroits où tu peux aller puiser quand ça va pas. Et en fait, on croit toujours qu'il y a une personne avant nous, mais il y a eu, et il faut aller les chercher, ces personnes-là, il faut aller discuter, il faut aller se nourrir des expériences des autres. Et je pense que, avoir du témoignage de quelqu'un qui l'a expérimenté, ça aide toujours à démystifier le truc. Et je dis pas que ça va être plus simple parce que quelqu'un t'aura raconté sa petite vie, mais je pense qu'il faut aller vraiment chercher l'information, passer par des associations. Moi, le nombre de fois où sur LinkedIn, je suis allée DM des gens qui me racontent leur vie, et j'ai appris la dernière fois, je me suis mangé des vents. Un jour, j'ai DM un ambassadeur, genre vraiment, parce qu'il faut aller chercher l'info, il faut aller chercher du témoignage et tout. Et au pire des cas, tu te manges un vent, donc tu vas t'en remettre, tu vois. Mais et même au-delà de ça, il y a plein d'assauts, plein de personnes qui visibilisent leur parcours, et il faut vraiment aller puiser de l'information pour appréhender les choses plus sereinement et faire son choix de parcours de la manière la plus éclairée qui soit. Oui. Et je vais juste ajouter un dernier point sur ce que tu viens de dire. En vrai, il faut pas hésiter à avoir un tout petit peu de culot. Ouais. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui servira toujours. Juste un tout petit peu, ça fait du bien. C'est sûr.
Merci. C'est un vrai merci du fond du cœur parce qu'en vrai, comme vous l'avez dit aujourd'hui, c'est des témoignages qui manquent. C'est des jeunes femmes, des femmes aussi, hein, qui se reconnaissent pas forcément dans ce dans là où elles sont et dans ce qu'elles aussi consomment sur les réseaux sociaux. Donc merci, et je voulais aussi vous féliciter pour ce que vous faites tous les jours parce que vous êtes vraiment des reines et que vous faites beaucoup de choses admirables et que vous aidez beaucoup de monde au quotidien, les trois. Et moi j'ai été ravie de vous recevoir, vous avez répondu de la meilleure manière possible et merci. Merci Christophe. Merci.